Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Martin Dead Podcast. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous accueillons Monsieur Anderlin. Bonjour Monsieur Anderlin. Bonjour Martin. Bonjour. Et pour les quelques personnes qui vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vaguement vous présenter? Parce que étonnamment, peu de gens. Enfin, quand j'ai dit j'ai invité Charles Anderlin, tout fier, la moitié des gens me disaient c'est qui? Voilà. Écoutez, c'est vrai, le temps est passé. Je n'ai pratiquement plus fait de télé depuis depuis en fait après 2011, 12, 13. Le nombre de sujets a considérablement diminué et puis les jeunes euh, n'ont pas étudié le Proche-Orient, commencent à découvrir qu'il y a un problème entre des Palestiniens et des Israéliens, ne comprennent pas très bien qu'est-ce qui est islamiste, qu'est-ce qui est sioniste. Donc, vous savez, même des personnalités de premier plan dans des rédactions de télé ou de journaux découvrent tout ça. Ah, il faut m'expliquer de nouveau qu'est-ce qui se passe. Ben voilà. D'accord, très bien. Et on va parler aujourd'hui de 4 articles qui sont plutôt intéressants et de votre petit livre Au seuil, comment dirais-je, Israël, l'agonie d'une démocratie, et plus tard revenir sur votre livre Au nom du temple, ou l'arrivée des juifs messianiques au pouvoir. Donc je vous propose qu'on commence par l'article par le Hamas, les origines du mal. Je pense que commencer par celui-là, ça a du sens. Eh bien, écoutez, correspondant envoyé spécial de France 2 depuis le fin 81-82, une de mes fonctions, ça a été de couvrir Gaza. Et à Gaza, dans les années 80, j'ai découvert le développement d'une association islamique dirigée par un cheikh paraplégique qui s'appelait le cheikh Ahmed Yassine. C'était le chouchou de l'état-major militaire de Gaza. Tout simplement, c'était l'opposition au Fatah. Les ennemis d'Israël à l'époque, c'était la gauche, le FPLP, le FDLP, le Fatah, l'OLP. Alors le cheikh Yassine, au tout début des années 70, est allé voir le gouverneur militaire pour lui dire, vous savez, moi je ne suis pas du tout comme ces buveurs d'alcool, ces mauvais musulmans que sont le Fatah et les autres. Moi, je veux faire du social, du sport et de la religion. Formidable le gars. Le gouverneur militaire a dit d'accord, ils ont commencé à favoriser le développement de ce qui était à l'époque l'Union islamique. L'Union islamique a poussé partout comme des champignons sous la pluie, a fini par prendre le contrôle de la plupart des mosquées de Gaza avec la bénédiction des autorités militaires israéliennes. Un beau jour, le seul cinéma de Gaza a été incendié. Les derniers cafés qui servaient encore de la bière ont été incendiés aussi. Et puis un beau jour, les Israéliens ont découvert que cet islam radical, ça posait un problème. Il y avait un officier chez le gouverneur militaire qui était chargé de suivre le développement de la religion à Gaza, évidemment l'islam, mais il y a également une petite communauté chrétienne. Il a découvert que cet islam radical était effectivement extrêmement dangereux. C'était la branche la plus radicale des frères musulmans, extrêmement anti-juif, anti-européen, et c'est ce qui se passait dans les prêches. Il a essayé de s'opposer au développement favorisé par l'armée israélienne de l'Union islamique, et puis finalement, la première intifada fin 87, début 88, mi-88, tout à coup, l'Union islamique s'est transformée en Hamas, la branche militaire des frères musulmans radicaux, les plus radicaux de Gaza, qui ont commencé à attaquer l'armée israélienne, puis les civils israéliens. J'ai suivi tout cela et en 2009, j'ai fait un livre qui s'appelle Le grand aveuglement, racontant comment les autorités israéliennes ont contribué et favorisé le développement de l'islam radical à Gaza. Plus tard, lorsque les dirigeants israéliens ont découvert que le Hamas était dans l'opposition absolue à l'idée d'État palestinien, l'État palestinien, ça veut dire un accord avec Israël. Or, ils sont totalement anti-israéliens, ils sont pour la destruction de l'État d'Israël. Eh bien, la droite, a commencé par Ariel Sharon en 2005, a eu une grande idée. Je vais évacuer toutes les colonies israéliennes de Gaza, 7000 colons,
on va tout détruire, on va laisser Gaza au Hamas, c'est ce qui a été fait en 2005. En 2006, élection palestinienne, Sharon a eu un AVC, c'est son successeur qui s'en est occupé. Les responsables sont allés voir le Premier ministre Ehud Olmert et lui ont dit « Attention, il va y avoir des élections palestiniennes législatives. Si on autorise le Hamas à se présenter, il y a de fortes chances pour que le Hamas les gagne. Or, le Hamas, or les élections se déroulent dans le cadre du processus d'Oslo qui doit conduire à un État palestinien contre quoi se bat le Hamas. C'était faire rentrer le loup dans la bergerie. Et alors, monsieur le Premier ministre, alors, on autorise ou pas le Hamas à présenter des candidats? La réponse a été oui, on présente des candidats. L'année suivante, 2007, le Hamas prend le contrôle par la force de la bande de Gaza, vire les autorités, les administrations de l'autorité autonome dirigée à l'époque par le successeur d'Arafat qui était Mahmoud Abbas, et tue 150 militants du Fatah, en blesse plusieurs centaines, expulse de nombreuses personnalités du Fatah et de l'OLP, en emprisonne d'autres. Ça y est, le Hamas est en contrôle total de Gaza. Benjamin Netanyahou arrive au pouvoir, retourne au pouvoir en 2009 et il décide tout simplement, c'est bien ça le Hamas à Gaza. Ça empêche la création d'un État palestinien. Benjamin Netanyahou le dira et le répétera. Il y a un seul problème. Pour que le Hamas puisse gérer Gaza, il faut lui en donner les moyens. Les moyens, c'est-à-dire des dollars. Et il y a un accord avec l'émirat du Qatar pour que le Qatar, tous les mois, de différentes manières, vienne déposer des millions de dollars en cash à Gaza. Benjamin Netanyahou a donc autorisé le financement du Hamas. Par ailleurs, il n'a pas laissé les organisations internationales, notamment américaines qui luttent contre l'argent du terrorisme, de s'occuper de qui d'autre finance le Hamas. Donc l'Iran, en parallèle, a également financé le Hamas, ce qui a permis à cette organisation islamiste de mettre en place ce que les Israéliens ont découvert le 7 octobre dernier, une armée de 30 000 hommes équipée de dizaines de milliers de roquettes et de missiles anti-chars et de commettre ce qui est arrivé le 7 octobre. Donc pour moi, le responsable de ce qui est arrivé n'est pas seulement Ariel Sharon, mais celui qui a poursuivi cette politique et autorisé pendant toutes ces années le financement du Hamas. Benjamin Netanyahou, d'ailleurs publiquement, l'a dit à des militants, à des députés du Likoud, il faut autoriser le financement du Hamas pour empêcher la création de l'État palestinien. C'est vrai que c'est un peu l'ennemi idéal aussi. C'est dans la charte, il y a les protocoles d'usage de Sion, il y a carrément des éléments nazis dans la charte du Hamas, alors que l'ancienne résistance, c'était plutôt gauche laïque. Donc un adversaire un peu plus chiant, on va dire, qui avait un peu plus de soutien international déjà. C'est vrai que c'était un ennemi un peu plus contraignant, quoi. Le Hamas, et les gens n'ont pas vraiment compris, c'est une organisation fondamentaliste comme l'est Daesh et comme l'est Al-Qaïda. Ce fondamentalisme islamiste, chacun a ses caractéristiques et ils se combattent entre eux. Daesh rejetait le Hamas. Maintenant, ces temps-ci, sur les réseaux islamistes, Daesh reconnaît le Hamas parce que le Hamas avait accepté des cessez-le-feu avec Israël à certaines époques. Là, maintenant, aujourd'hui, le Daesh dit c'est très bien le Hamas. Mais vous savez, même entre Daesh et Al-Qaïda, on a eu des combats. Donc c'est fondamentaliste, c'est pas seulement anti-juif, c'est anti-chrétien. Il y a des déclarations dans ce genre, c'est l'intégrisme. La grande question pour moi des cerveaux européens qui ont été élevés dans un milieu pragmatique cartésien, on a du mal à comprendre parfois l'ampleur de l'intégrisme religieux. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir, qui utiliseront tout pour faire avancer leur vision de la religion. C'est-à-dire qu'aussi, j'en avais parlé aussi avec Wes Sininger par rapport du livre de Jean Bierbaum, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. C'est vrai que dans les sociétés occidentales, on a du mal
à imaginer dans les sociétés sécularisées que la religion et la croyance peut être un moteur quelque part de contestation, voire même de rassemblement. On a un peu, enfin, on a un peu de mal à s'en souvenir. Alors, c'est pas aussi ancien que ça, la séparation en France de l'Église et de l'État, mais on a du mal à se souvenir, effectivement. On a beaucoup de mal par rapport à ça, quoi. Écoutez, en miroir, vous avez le messianisme juif. Autant pour le Hamas, c'est un refus absolu d'accepter un État juif en terre d'islam. Pour le Hamas, d'ailleurs, la Palestine, ce n'est que le faubourg d'Al-Aqsa. Donc, au centre de cette région, il y a le 3e lieu saint de l'islam, Al-Aqsa, le mont du Temple pour les Juifs. Pour les messianiques juifs, il n'est pas question d'accepter la création d'un nouvel État arabe, d'un État palestinien en terre d'Israël. Et il n'y a pas d'Al-Aqsa, il y a le mont du Temple, il va falloir reconstruire le temple juif. Donc nous sommes sur une ligne de crête vers une guerre de religion. Aujourd'hui, les 2 tiers du gouvernement israélien sont religieux messianiques. C'est vrai, on est face à 2 camps qui veulent vraiment la mort de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de discussion possible. C'est la victoire ou la mort. Je crois que mine de rien, vous avez synthétisé les 3 articles que vous voulez aborder. C'était Israël favoriser le Hamas, vous venez de le dire, l'erreur stratégique d'Israël. Vous venez aussi, vous l'avez plus ou moins évoqué. Donc, je vous propose qu'on passe à votre livre aux éditions Le Seuil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme vous voulez. Ok, très bien. Donc, votre petit livre que je mettrai dans la description de l'entretien, c'est Israël, l'agonie d'une démocratie. Je sais que ce petit livre est sorti en même temps que la réédition d'Au nom du Temple, mais qu'est-ce qui a spécifiquement motivé l'écriture de ce livre ? Enfin, qu'est-ce que ce livre dit en plus que votre livre Au nom du Temple ne dit pas, ou peut-être en manière un peu annexe ? Avec mon éditeur du Seuil, nous avons décidé au début de l'année 2023 de faire un petit bilan. Alors qu'en parallèle, effectivement, il fallait mettre à jour le livre sur le messianisme juif qui avait paru en 2013. Et depuis, en 2013, le sous-titre, c'était « Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif ». Et l'idée, c'était de rééditer ce bouquin en l'augmentant, et cette fois avec le sous-titre « Israël et l'arrivée au pouvoir des messianiques juifs ». Donc, l'histoire, c'est ce développement de la religion intégriste juive messianique expliquant l'aspect politique, d'où ça vient. Comment Benjamin Netanyahou, a priori non religieux, pragmatique, issu d'une branche nationaliste du sionisme, proche de Jabotinsky, comment on est arrivé à cette alliance, à ce gouvernement qui a été formé à la fin décembre 2022 en cooptant les colons les plus radicaux, avec une alliance également avec les ultra-orthodoxes qui, normalement, jusqu'à maintenant, ne nous semblaient pas très pro-colons ou très annexionnistes. Comment tout ça s'est fait et du point de vue idéologique, d'où cela vient. Souvent, le problème dans des analystes, qu'ils soient journalistes ou politologues, en Europe, ne comprennent pas la profondeur de l'idéologie. C'est idéologique, c'est la vision de Netanyahou. Netanyahou est dans l'idéologie de son père. Son père, dans les années 20 et 30, était proche de Jabotinsky, c'est un sionisme nationaliste. Mais un sionisme qui contient quand même tous les éléments d'une démocratie. Jabotinsky, qui était opposé aux socialistes, aux travaillistes Ben Gurion, qui était à l'époque tout à fait majoritaire dans le mouvement sioniste, lui, il était totalement opposé aux grandes idées de gauche de l'époque. Mais nationaliste et démocrate, il était en faveur, Jabotinsky, d'un État palestinien dont le président serait juif et le vice-président arabe et les 2 communautés à égalité. Mais au sein de ce mouvement créé par Jabotinsky, que l'on appelle le mouvement révisionniste, parce que c'était à l'époque considéré comme une révision du sionisme, donc parmi les révisionnistes, on avait aussi un extrême, toute une équipe
qui était ultranationaliste, souvent religieux, totalement opposé à tout accord avec des Arabes. Refusait, par exemple, d'accorder des droits au sein d'un État juif à des Arabes. Ce qui est intéressant, c'est que si on revient à la vision de l'État juif tel que le fondateur du sionisme politique envisageait, Theodor Herzl avait écrit une espèce de roman utopique, comment vivrait l'État juif qu'il voulait créer. Et il raconte l'histoire d'une élection dans cet État juif, c'est à la fin du 19e. Il y a un candidat qui s'appelle le rabbin Gaillère, qui est totalement nationaliste, refuse d'accorder des droits à tout citoyen n'étant pas juif. Les non-juifs n'auraient pas de droits dans l'État juif selon Gaillère. Il perd les élections et l'État juif qui finalement se fait, on a un président juif, un vice-président arabe. C'était la vision de Herzl, qui est également, il le raconte dans ce roman qui s'appelait Alt-Neuland, Vieux Nouveau Pays, il condamne complètement l'idée de messianisme. On ne crée pas l'État juif dans le cadre d'un grand mouvement eschatologique, et puis on ne va pas nous amener des faux messies, comme il y en a eu dans l'histoire juive à plus d'une période. Donc, tout ça a été condamné par Theodor Herzl, qui, à mon avis, voyant ce qui se passe, il doit à l'heure actuelle se retourner dans cette tombe. Donc, le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Netanyahou, un historien, était dans cette branche, du côté de cette branche des plus extrêmes qui refusaient tout accord avec les Arabes. D'ailleurs, quand Benjamin Netanyahou est arrivé au pouvoir en 1996 et qu'il a été obligé de faire des concessions parce qu'il y avait le président américain Bill Clinton qui faisait pression, parce que l'opinion publique à l'époque ne voulait pas tout casser tout de suite, son père, derrière, surveillait de très près pour vérifier qu'il ne fasse pas trop de concessions. Tout cela, je l'ai raconté dans les livres que je l'ai publiés à l'époque. Donc, Netanyahou est non pas dans la branche du sionisme de Ben Gurion, d'ailleurs qu'il lui arrivait de critiquer, ni dans celle principale de Jabotinsky, mais celle des plus extrêmes au sein du mouvement révisionniste totalement anti-arabe. D'ailleurs, dans des interviews de Benzion Netanyahou dans les années 90 et début 2000, le Benzion Netanyahou le dit. Il ne faut pas faire de concessions aux Arabes. Les Palestiniens ont été créés uniquement pour détruire l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou a publié un livre en anglais en 1993 où il définit sa vision, un deuxième en 1995, et dans la droite ligne de ce que son père disait, les Palestiniens n'existent pas. Ce sont des Arabes qui sont installés ici, qui en fait sont envoyés par le monde arabe qui veut détruire l'État d'Israël. C'est du Netanyahou. En 2017, Bezalel Smotrich, un colon radical qui habite près de Naplouse, a publié son plan pour qu'Israël gagne cette guerre face aux Arabes. Et j'ai retrouvé, je le raconte dans le livre que vous avez cité, le libelle Israël, l'agonie en agonie, on a des phrases qui ressemblent tout à fait à celles de Netanyahou. Netanyahou, au fil des ans, a fait preuve à certaines époques de pragmatisme, au moins en apparence, pour à chaque fois éviter la crise majeure avec les États-Unis, avec les voisins, etc. Aujourd'hui, ce gouvernement, j'ai comparé le plan de Smotrich anti-arabe et ce que Netanyahou écrivait en 93-95, on trouve des phrases similaires, c'est le même homme, et je suis très content d'avoir pu prouver cela, parce qu'à plus d'une reprise, j'ai eu affaire à des diplomates, à des ambassadeurs qui nous disaient « Mais Netanyahou est l'adulte responsable. Netanyahou a une vision, et il va jusqu'au bout, et je crois que ce qui se passe maintenant, c'est tout à fait le cas. Netanyahou a
en 2019, fait adopter une loi définissant Israël comme l'État-nation du peuple juif, dans lequel seuls les juifs ont des droits communautaires. Les non-juifs sont discriminés. L'arabe n'a perdu son statut de langue officielle. Les localités israéliennes, en Israël, je ne parle encore même pas en territoire palestinien, les localités israéliennes ont la préséance par rapport aux localités non-juives, les juifs contre non-juifs. Donc c'est ça, voilà. Et aussi, peut-être aussi préciser pour le père de Netanyahou qu'il avait, que sa vision de l'histoire était extrêmement pessimiste et pour lui, entre guillemets, l'histoire juive. Tout le monde voulait génocider les juifs à travers l'histoire. C'est une vision très pessimiste. Et aussi en lien avec le Duce, parce que pourquoi pas. Pas lui directement, mais il a été dans les années 20 et 30 rédacteur en chef de toutes petites revues nationalistes proches du mouvement révisionniste, dans lequel notamment des intellectuels, par ailleurs brillants mais très à droite, ont publié des articles, des opinions tout à fait en faveur d'accords avec Mussolini. Il y a eu d'ailleurs Jabotinsky, qui était le patron du parti, a laissé faire jusqu'à ce que, fin des années 30, Mussolini a mis en place des mesures antisémites et les militants à l'époque du Bétard, du parti révisionniste, ont arrêté de militer en Italie. Et aussi, pour reprendre par rapport à la loi du Duce, etc., les liens un peu distants, mais comme plutôt réels, bizarrement, ils ont une certaine idéologie qui semble se regrouper. Mais aussi, au-delà du côté messianisme aussi, il pointe aussi une espèce de bouc émissaire qui est la gauche. Aussi, la gauche sera selon lui l'ennemi aussi un peu ultime, quoi. Netanyahou, dans son bouquin en 94 et en 95, raconte que le peuple juif a une maladie. Elle vient d'un virus qu'il a attrapé au début des années 2000 et qui vient de Russie. Ça s'appelle le virus du socialisme ou du communisme, qui fait croire aux gens qui ont cette maladie, par exemple, que les Arabes de Palestine, les Arabes de terre d'Israël comme ils les appellent, ont droit à l'autodétermination, ce qui est évidemment pour lui inacceptable, inadmissible, et ce qui d'ailleurs risque tout simplement de conduire à la destruction de l'État d'Israël. Ça, c'est la vision Netanyahou. Son retour au pouvoir en 2009, dès 2011-2012, il a commencé à mettre en place des textes de loi très anti-ONG. C'est toute une histoire. La presse française, les correspondants ne l'ont pas suivi, ne l'ont que très peu couvert. Et des associations de défense des droits de l'homme, comme B'Tselem, qui défend les droits de l'homme dans les territoires occupés, qui sont considérés comme des ennemis. Les vétérans pour la paix, Breaking the Silence, contre le silence, les soldats qui sortent des territoires occupés et viennent témoigner après leur service militaire sont considérés comme des traîtres et des ennemis. Tout cela a été accompagné de véritables campagnes de diffamation et parfois extrêmement violentes. Et ça continue. Il y a une période où, par exemple, quand un diplomate américain, voire un ministre des Affaires étrangères, venait en visite et rencontrait d'abord un représentant de ces ONG, Netanyahou refusait de les rencontrer. Alors il y a une loi interdisant le boycott des colonies. Si un artiste israélien refuse d'aller chanter à Kiryat Arba, ou si une pièce de théâtre, les acteurs refusent d'aller jouer dans une colonie, ils risquent des amendes et des poursuites judiciaires. Donc ça a été mis en place, il y a une véritable répression. En ce moment, avec l'arrivée dans ce gouvernement des plus radicaux, le ministre chargé de la police est Itamar Ben-Gvir,
qui lui est l'héritier idéologique du rabbin raciste Meir Kahana. Si vos amis ne savent pas qui c'est, vous faire Google. Meir Kahana, c'est un rabbin raciste qui a créé la Ligue de défense juive, interdite aux États-Unis, mais pas en France. Donc, lui poursuit de la répression également, pas selon des procédures judiciaires, mais de la répression policière, notamment de manifestants pour la démocratie maintenant. C'est à chaque fois, enfin, j'avais avec lui sur cette chaîne Denis Charby pour un peu nuancer, sortir un petit peu du fantasme de la société israélienne. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on vit même s'il est Denis Charby est très critique par rapport à Netanyahou et au gouvernement israélien, mais c'est vrai qu'il avait lui-même noté que pourtant c'est pas quelqu'un de très radical, mais même lui-même avait noté une dérive vers une forme de religiosité extrême. Et là, en lisant votre petit livre sur le Duce, sur la répression concrète, etc., c'est vrai que ça me fait penser aux quelques interviews de l'historien Ziv Sternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques déclarations qu'il avait eues, comme quoi la société israélienne est entrée dans un processus pré-fasciste aussi. Écoutez, Zev était un grand copain qui habitait pas loin d'ici. Je vous ai envoyé le film que j'ai fait sur Au nom du temple, le messianisme. Et Zev Sternel y est interviewé. Et il déclare « On ne l'a pas vu venir. On n'a pas compris. » Baruch Goldstein, le terroriste juif qui, en début 1994, a massacré 29 musulmans en prière un jour de Ramadan dans le caveau des patriarches à Hébron, terroriste juif kahaniste, Yigal Amir, nationaliste, religieux, messianique, l'assassin d'Yitzhak Rabin, et tous ces militants annexionnistes qui développent la colonisation autant que possible sur le compte des Palestiniens. Zev Sternel a dit « On a cru que c'était pas très important, qu'on avait la grippe. En fait, on avait le cancer. Et le cancer de Zev Sternel, il est bien là. » Heureusement, je remercie mon ami Denis Charby de bien commencer à regarder les choses. Il prend beaucoup de précautions. Après, bon, je vais pas lui faire un faux procès. C'est pas le propos de son livre Israël et ses paradoxes, car c'est en tout cas un très bon livre pour décrire vraiment la société israélienne. Ou en France, on a plutôt tendance à diaboliser. Enfin, on n'a plus affaire à un régime politique ou à un pays avec une politique ou un gouvernement, mais à la quintessence du mal absolu. Juste pour ça, et son livre sur ça remet un peu de raison, quoi. Aussi, il faudrait que je place Ziv Sternel aussi avec Denis Charby la prochaine fois que j'enregistrerai avec lui. Aussi, vous parlez de coup d'État identitaire. C'est carrément un coup d'État. Il n'y a pas de nuance, c'est coup d'État en fait. Il y a pas de, c'est frontal, coup d'État. Il n'y a pas de discussion, quoi. Il s'agit de transformer le régime judiciaire en Israël, de placer la Cour suprême, qui est l'instance suprême en Israël, de la placer sous le contrôle du pouvoir. La justice perd son indépendance. Comment ça s'appelle ? Comment vous appelez ça ? Non, mais un coup d'État, je pensais plutôt à un coup d'État dans l'armée, mais non, ils ont pris le pouvoir par l'élection, et après, une fois qu'ils ont le pouvoir, effectivement, ils modèlent les structures démocratiques en justement la séparation du pouvoir, de l'exécutif et du judiciaire, etc. Donc, donc c'est pas très réjouissant. Et donc, par rapport à ça, vous avez parlé aussi d'un sous-chapitre, la schizophrénie morale et l'apartheid. J'avoue, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça ? Alors, ce sont deux choses différentes. Vladimir Rabinovitch, qui est sioniste français dans les années 30, 40, ensuite il est devenu un grand magistrat, grand spécialiste du droit de la montagne, était au sein de la communauté juive française très active. La guerre de 67 et l'occupation l'a fait basculer. Il était très opposé aux annexionnistes de la communauté, critiquant des gens comme Elie Wiesel, avec qui, entre autres, j'ai eu quelques discussions un peu vives, pour qui Jérusalem ne pouvait aller qu'aux Juifs, ne pouvait pas aller à des Arabes, on ne pouvait pas partager Jérusalem, pour Elie Wiesel, et d'autres.
Et Rabinovitch, c'est lui que je cite, a écrit c'est une schizophrénie morale que de considérer qu'il y a une justice démocratique pour les uns, mais pas pour les autres. Vous comprenez ce que je Oui, veux bah dire? oui, c'est Elie Wiesel, en plus je vois qui c'est, mais ça me surprend qu'il ait pu avoir ce genre de parole d'ailleurs, ça me surprend quoi. Ah oui. Enfin après c'est pas un saint, mais on pourrait croire avec son passé dans les camps de concentration qu'il serait peut-être un peu plus sensible à l'idée de partage, ou je sais pas. Je pense pas, non. Malheureusement. Donc voilà, c'est à la fois, comment dirais-je, ce côté très moral, très bon sentiment, mais à la fois, dès qu'on touche à des affects un petit peu identitaires, il y a tout de suite quelque chose qui se crispe quelque part. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ouais, enfin, même Elie Wiesel, mon Dieu. Enfin, le dernier sous-chapitre, j'avais prévu 2 heures, mais finalement, c'est allé assez vite. Vous avez synthétisé, vous avez été en ligne droite, ça a été assez expéditif. Mais après, pour le prochain enregistrement avec votre livre, je pense que ça va être un peu plus. Le propos va être un peu plus complexe. En tout cas, il y a beaucoup plus de matière. En plus, ce petit livre, il fait à peine 50 pages, il n'est pas très grand. Donc voilà, je le mettrai dans la description de l'entretien. Et le dernier sous-chapitre, c'est du national-judaïsme au national-conservatisme. Je vous trouve étonnamment étonnamment un peu lisse dans la formulation du chapitre comparément à ce que vous avez dit dans le contenu, quoi. D'abord, le judéo-nationalisme, c'est pour moi l'idéologie de Netanyahou. Hein? Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Les dernières déclarations ces jours derniers de Netanyahou, c'est non absolu à l'idée d'État palestinien, point. C'est non. Et la politique anti-gauche, je crois qu'on est clair. Maintenant, dans les années 90, un juif américain de droite qui est devenu sioniste alors qu'il étudiait dans une grande université américaine, a été convaincu par le fameux rabbin Meir Kahana qu'il devait venir en Israël pour se lancer dans la défense du pays face aux Arabes. Il s'appelle Yoram Chazoni. Il arrive, il va s'installer dans une colonie avec d'autres amis juifs américains. Il est assez brillant. Il travaille à l'époque pour un canard en anglais qui s'appelle Jerusalem Post, qui est plutôt à droite, et il devient l'assistant de Netanyahou qui l'aide à éditer ses bouquins. Khazoni, au fil des ans, est néoconservateur, et il développe son idéologie critiquant les grands sionistes laïcs, séculiers, les écrivains comme David Grossman, Amos Oz sont qualifiés pour lui d'antisionistes parce qu'ils acceptent l'existence de l'autre. Et Khazoni a publié il y a 3 ans et demi, un bouquin qui fait l'apologie du nationalisme. Et il développe, avec des néoconservateurs américains, la notion de nationalisme et de conservatisme. On met les deux ensemble. Et il crée à Washington une fondation qui s'appelle la Fondation Burke. Alors vous, qui bien entendu êtes des grands historiens qui connaissent l'histoire de la République française et de l'opposition en Europe à la République française, à la fin du XVIIIe, le grand ennemi des droits de l'homme de la République française, c'était un député britannique qui s'appelait Burke, B-U-R-K-E, qui est le grand critique du droit universel des droits de l'homme. Pour lui, fondamentalement, ça n'arrive pas comme ça tout seul. Il y a la lignée, il y a la descendance, voilà, c'est autre chose. Et Khazoni, dans sa vision du national-conservatisme, a donc créé cette fondation Burke à Washington. Alors on imagine un juif qui quand même, il y a eu
la libération des Juifs par la République française. Les Juifs sont devenus citoyens à part entière dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme par la République française. Et maintenant, on a un Juif israélo-américain qui crée la fondation Burke, qui est contre la Révolution française. Maintenant, le national-conservatisme, et là, je lance l'alerte, vous devez regarder, chercher. Il y a des grandes réunions de national-conservatisme. Il y a Orban, le Premier ministre hongrois. Il y a l'ancien Premier ministre polonais. Il y a tout l'entourage de Trump. Il y a DeSantis, le gouverneur de la Floride. Et puis on y retrouve également Marion Maréchal. On y retrouve tout ça, c'est le national-conservatisme. Alors, vous voulez vous battre pour la démocratie, regardez les idéologies. En Israël, c'est une idéologie nationaliste, messianique qui est aujourd'hui au pouvoir et qui casse la République, ce qui restait encore de républicain en Israël, de démocratie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les grandes manifestations pro-démocratie commencent à se réveiller. Oui, les réservistes, voilà, ça recommence, grâce à Dieu. J'ai vu que vous avez relayé pas mal, il y avait pas mal de manifestations en Israël anti-Netanyahou, justement. Vous avez relayé pas mal ceci. Et ça serait bien aussi qu'on parle en France d'Israël, mis à part pour parler de nettoyage ethnique. Et il faudrait peut-être un peu plus parler d'Israël quand il y a des mouvements sociaux intéressants. Surtout quand c'est pour contrer Netanyahou, quoi. Écoutez, là, on est dans une situation un peu différente. D'abord, parce qu'on est encore en état de guerre. Toutes les localités autour de Gaza ont été évacuées. Les gens vivent encore dans des hôtels un peu partout dans le pays. Ça représente à peu près 60 à 80 000 habitants autour de Gaza. Maintenant, quand vous êtes à côté, vous continuez à recevoir des obus ou des roquettes de temps en temps. Les gens qui n'ont pas été évacués sur décision gouvernementale sont eux également allés déménager ailleurs. C'est la même chose dans le nord, le long de la frontière libanaise, où les bombardements entre Israël et le Hezbollah sont très importants. Plus de 500 maisons israéliennes ont été détruites par des tirs du Hezbollah. Je ne connais pas les destructions côté libanais, mais c'est très important aussi. C'est évacué. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. Jamais un kibboutz comme Manara, qui est sur la frontière libanaise, n'a été évacué. Là, il y a seulement une section d'alerte, quelques militaires avec leurs armes, c'est tout à Manara. Donc, on a un énorme problème social avec une crise économique qui arrive maintenant. On ne sait pas où ça va, mais le mouvement politique anti-Netanyahou se réveille enfin. Ouais, c'est-à-dire aussi que c'est peut-être les deux points je voudrais un peu finir sur cet entretien. C'est justement parce que là, durant l'entretien, j'avais fait le lien entre le père, le grand-père, un lien de la famille de Netanyahou et le Duce. Personnellement, c'est le parallèle juif est égal nazisme ou est égal fascisme. C'est un parallèle que je ne ferai pas. C'est parce que c'est un parallèle qui est beaucoup trop tendancieux et le terrain est sacrément glissant. Donc moi, personnellement, je l'utilise pas vraiment. Et parce que, dire que Israël est égal nazisme, c'est vu le poids de l'histoire, personnellement, je le tente pas. Toute personne, tout tweet qui me parle de nazi, je le bloque. Tout simple. Une partie de ma famille est passée au travers. Du côté de la famille de ma mère, juifs autrichiens réfugiés à Nancy, ils ont été sauvés par la police des étrangers de Nancy. Mais toute la famille du côté de ma grand-mère et de mon grand-père sont morts dans les camps. Voilà, donc c'est un parallèle que je qualifie, c'est une imagerie que je qualifie d'antisémite. Pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir. Et surtout, je voudrais surtout, j'ai invité encore Denis Charby pour en parler, vu qu'elle a écrit un livre sur le sionisme. Là, vous avez commencé les origines politiques idéologiques de Netanyahou. Déjà, vous avez parlé qu'à l'époque, que le sionisme, que le mouvement révisionniste était déjà minoritaire dans le mouvement sioniste. Et au sein de ce mouvement révisionniste, il y avait le parent Netanyahou. Donc, c'est une minorité dans la minorité, parce qu'en France, il y a une certaine tendance à dire que sioniste est égal apartheid, est égal juif messianique. Alors, apartheid, c'est une politique. Et je cite les responsables politiques israéliens qui ont dit « Attention, si on ne fait pas
d'accord avec les Palestiniens, on va glisser dans une forme d'apartheid. Ça va de... Rabin, une fois, l'a dit, attention, si on ne fait pas d'accord avec les Palestiniens, on va aller vers une forme d'apartheid. On a eu d'autres également, ils sont tous cités dans mon libelle. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'Israël est un État apartheid. Mais en tout cas, vu la politique actuelle raciste, notamment des colons radicaux au gouvernement, Israël glisse vers un État apartheid. C'est-à-dire, on risque d'y aller. Dans les territoires occupés, carrément. Je pense que le mot n'est pas usurpé d'ailleurs. Oui. Mais dans la société israélienne, pas tellement, mais dans les territoires occupés comme la Cisjordanie, là où je pense que le mot n'est pas déconnant, quoi. La société israélienne, du train où vont les choses, oui. ça risque d'arriver. C'est une question de temps, on est bien d'accord. Je pense que je voulais éclaircir ces 2 points parce que je me suis dit, tiens, le Duce, c'est peut-être une menthe un peu glissante par rapport au lien avec le nazisme, etc. Donc je voulais mettre les choses au clair et aussi vraiment rappeler que le sionisme, déjà par nature, il est pluriel et que le sionisme n'était pas égal, le racisme est égal, apartheid. C'est le point de base que je voulais rappeler parce que quand on critique Israël, je sais qu'il y a des gens qui vont... Je sais que c'est entendu vers beaucoup plus de vues que les entendus avec Denis Charby. Donc c'est un peu pour histoire de poser un petit peu les limites, les cadres du truc, parce que la critique d'Israël, c'est une critique qui doit être à minimum un peu fine et un peu subtile. Donc à un moment donné, voilà, c'est juste rappeler ces 2 choses. Donc voilà, je pense que vous avez le mot de la fin, monsieur Anderlin. Le mot de la fin peut-être ? Écoutez, croisons les doigts et espérons que cette guerre, ce pays va réussir à se redresser, car la crise actuelle, ce n'est pas seulement une crise israélienne, une crise du sionisme, mais aussi une crise du judaïsme. Le messianisme qui aujourd'hui est au pouvoir en Israël est extrêmement dangereux, pas seulement pour le pays, mais pour moi, pour l'ensemble des communautés juives. Oui, parce que le messianisme juste distingue le mauvais juif du bon juif. C'est un peu comme les groupes djihadistes qui distinguent le bon musulman du mauvais musulman. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc enfin bref, et puis de toute façon, on va se revoir pour parler de votre livre sur les messianiques au pouvoir, de toute manière, qui est un livre que j'ai commencé et qui est fichtrement intéressant. C'est, je trouve que c'est intéressant et ça éclaire quand même pas mal de points et on aimerait vous entendre peut-être un peu plus souvent que sur une chaîne YouTube à 2000 abonnés. Mais bon, moi je suis content de vous accueillir, mais c'est vrai que c'est dommage que on vous entende pas plus souvent ailleurs, on va dire. Enfin bref, c'était Martin Eden et Charles Anderlin en direct de Wokistan. Bisous à vous.